bienvenue sur cette vidéo qui a pour but de présenter les différents mécanismes de NAT utilisés au travers du réseau Internet. Nous allons d'abord faire un bref rappel sur les notions d'adresse IP, puis expliquer pourquoi l'apparition du NAT, pour ensuite voir les deux principaux mécanismes de NAT utilisés au travers du réseau Internet. Les adresses IP qui sont utilisées pour les communications réseau entre les machines forment des réseaux qui sont rangés dans des classes A, B, C, D, E. On va particulièrement s'intéresser aux classes A, B, C, puisque les classes D et E sont des classes réservées à une utilisation particulière. Dans les classes A, B, C, il existe la notion d'adressage de type privé et de type public. Les adresses de type privé sont référencées par la norme RFC 1918. On voit dans chaque classe ABC une plage d'adresses qui sera définie comme privée. La différence fondamentale entre ces deux plans d'adressage réside dans le fait que le plan d'adressage public est routé sur Internet alors que le plan d'adressage privé ne l'est pas. Concrètement, si j'utilise dans mon paquet IP une adresse en 192.168, ce paquet ne pourra jamais traverser le réseau Internet. Pourquoi l'apparition du NAT ? Si on fait un bref calcul sur le nombre total d'adresses utilisables, on arrive à un résultat entre 3 milliards et 4 milliards. On remarque un nombre grandissant de machines connectées à Internet, telles que les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, les imprimantes, les caméras, et bien d'autres encore. Sachant que nous sommes 7 milliards environ sur la planète, on s'aperçoit rapidement que le nombre d'adresses utilisables peut arriver très vite à saturation. C'est donc le but principal du NAT, faire correspondre à une adresse IP publique plusieurs adresses privées, afin de réaliser une économie du nombre d'adresses IP disponibles. Dans l'exemple suivant, on voit bien qu'avec seulement 2 adresses IP publiques, on donne accès à Internet à 10 ordinateurs. On remarque également qu'on peut utiliser le même plan d'adressage privé sur chacun des 2 sites, puisque ces plans d'adressage ne seront pas visibles sur Internet. Nous allons voir maintenant les 2 principaux mécanismes de NAT utilisés sur Internet, à savoir le NAT dynamique, comme on l'a vu précédemment, qui nous sert à donner accès à Internet aux machines du réseau local, et le static NAPT, qui au contraire lui va nous servir à accéder aux machines du réseau local depuis le monde Internet. Dans cet exemple, nous allons voir le parcours réalisé par le paquet IP pour un ordinateur qui souhaite afficher la page orange.fr. Nous avons un ordinateur avec une adresse IP de type privé, une livebox ou un routeur Internet, qui elle a 2 adresses, une de type privé sur la partie LAN et une de type public sur la partie Internet. Nous avons également le serveur web d'Orange qui est joignable par une adresse de type public. Lorsque l'ordinateur tape dans son navigateur Internet orange.fr, le paquet est envoyé à sa passerelle par défaut, en l'occurrence la livebox. Ce paquet est analysé et modifié par la livebox pour ensuite partir sur Internet sur le serveur d'Orange. Le serveur renvoie sa réponse à la livebox et la livebox remodifie le paquet pour ensuite le réacheminer vers l'ordinateur. Ce type de NAT est le plus fréquemment utilisé, c'est lui qui nous permet d'avoir accès à Internet. À plusieurs adresses internes, on fait correspondre une seule adresse en externe. Ce type de NAT fonctionne de l'interne vers l'externe, mais pas l'inverse. C'est-à-dire que depuis Internet, si je cherche à joindre mon ordinateur en 192.168.1.10, je n'y arriverai pas. On va faire une analogie pour illustrer ce fonctionnement. Imaginons que je veuille acheter une voiture. Je suppose qu'acheter cette voiture directement à l'usine de production me coûtera moins cher. Il se trouve que l'usine ne vend pas directement aux particuliers, mais livre ses véhicules directement au concessionnaire. Il refuse donc ma demande et la jette à la poubelle. Je suis alors obligé de m'adresser au concessionnaire du coin, qui, lui, va commander mon véhicule à la bonne usine, et l'usine ne saura même pas que c'est moi qui l'ai commandé. Quand il aura reçu mon véhicule, en consultant ses bons de commande internes, il pourra me le livrer. Avant de regarder ce qui se passe en détail dans la livebox, regardons comment est constitué le paquet IP de manière simplifiée. Pour dialoguer, l'ordinateur a besoin d'une adresse IP source, qui est sa propre adresse IP, une adresse IP destination, qui est l'adresse qu'il cherche à joindre, et selon ce qu'il veut faire sur Internet, par exemple afficher une page web, ou alors envoyer des mails ou recevoir des mails, ou même jouer à des jeux vidéo, on utilise des canaux de communication appelés port source et port destination en TCP ou UDP. Voici la liste des ports TCP-UDP. En début de plage, nous avons les protocoles connus,
Typiquement, lorsqu'on souhaite afficher une page web, on cherche à joindre le port destination TCP80. Au-dessus de 1023, nous avons les ports plus ou moins dynamiques. En début de plage, les ports utilisés par les applications propriétaires. Et au-dessus, les ports dynamiques lorsqu'on a besoin d'utiliser un port au hasard, on ira chercher dans ces plages de ports. Alors voyons maintenant comment notre paquet IP est transformé par la Livebox. Mon ordinateur a comme adresse IP 192.168.1.10. Il cherche à joindre l'adresse 81.52.142.217 qui est l'adresse du serveur web d'Orange. Comme le but est d'afficher une page web, on va utiliser le port destination TCP80 et en port source, on va aller chercher un port au hasard dans la partie des ports dynamiques. Le paquet sort du PC pour aller sur la Livebox. À la réception de ce paquet, la Livebox va consulter deux tables. La table des règles de NAT, écrite en dur dans la Livebox. Si on éteint la Livebox, ces règles existent toujours. Et ensuite, la table des sessions NAT en cours. C'est en fait un emplacement mémoire où la Livebox écrit de manière temporaire une règle en cours d'utilisation. Ces sessions actives seront intéressantes pour nous sur le paquet retour. La Livebox a trouvé dans ses règles de NAT une règle indiquant de transformer l'adresse IP source du PC en utilisant l'adresse IP publique de sortie de la Livebox. Le paquet est ensuite acheminé vers le serveur web d'Orange qui traite la demande et renvoie la réponse à la Livebox. À la réception de ce paquet, la Livebox va consulter sa table des sessions NAT actives et voir qu'il existe une session active qui a été inscrite lors du paquet aller. Elle va donc appliquer la règle de NAT inverse pour acheminer le paquet jusqu'au PC. Cette fois-ci, c'est l'adresse IP de destination qui a été transformée et non pas l'adresse IP source. La communication a pu s'établir et la page web s'affiche sur l'ordinateur. Cette règle de NAT est généralement pré-écrite en usine dans les Livebox, les LBB 132 ou les Mila, ou tout type de routeur Internet. Avec la règle précédente, nous avons permis à un utilisateur d'avoir accès à Internet. Mais qu'en est-il si un utilisateur externe souhaite atteindre une machine du réseau local? Par exemple, je veux accéder aux caméras de surveillance de mon entreprise depuis l'extérieur avec mon smartphone. On a vu précédemment que les adresses de type privé ne sont pas routées sur Internet. Donc si depuis l'extérieur, j'essaye de joindre, par exemple, une caméra IP en 192.168.1.20, le premier routeur que je vais traverser ne saura pas acheminer ce paquet puisqu'il s'agit d'une adresse de type privé. La seule adresse que je puisse joindre de l'extérieur est l'adresse IP publique de ma Livebox. Alors comment va faire ma Livebox pour savoir que je veux joindre la 192.168.1.20 ? Je suppose que ma caméra travaille sur le port TCP80. Je vais donc écrire une règle de NAT qui nous dit que si j'essaye de joindre l'adresse IP publique de ma Livebox sur le port TCP80, je vais transformer l'adresse destination dans le paquet IP en 192.168.1.20 et acheminer ensuite le paquet jusqu'à la caméra. On dit dans le langage courant que je vais ouvrir le port TCP80 sur l'adresse 192.168.1.20. Par exemple, de mon iPhone, je souhaite accéder à la caméra de mon entreprise depuis l'extérieur. Mon adresse IP source est l'adresse IP publique de mon point d'accès Internet. Mon port source est choisi au hasard dans la plage des ports dynamiques. En adresse destination, je retrouve l'adresse IP publique de la Livebox. Et en port destination, le port TCP80. Le paquet sort de mon smartphone, traverse le réseau Internet et arrive sur la box. Si la règle de NAT existe, c'est-à-dire que le technicien ou le client a saisi au préalable une règle, dans le menu NATPAT, la box va alors transformer l'adresse IP destination, c'est-à-dire l'IP publique de la box, en 192.168.1.20, l'adresse de la caméra, sur le port 80 et acheminer le paquet vers la caméra. Si on regarde de plus près la règle saisie dans la Livebox, on trouve la notion de port externe et port interne. Le port externe est le port dans le paquet IP avant la translation, vu côté Internet, et le port interne est le port après translation, donc vu côté LAN client. Si on regarde sur une Livebox Pro V3, comment saisir cette règle? Assurez-vous d'être en mode avancé, cliquez sur Ma configuration Wi-Fi et Livebox, menu NATPAT, on retrouve la table des règles de NAT, cliquez sur Ajouter une redirection,
Donnez toujours un nom à la règle de NAT, par exemple caméra 1. Si aucun nom n'est présent, on ne pourra pas sauvegarder la règle. Dans protocole, pour notre exemple, choisir TCP, le port externe 80 et le port interne, côté LAN, 80 également. L'adresse IP, nous allons mettre l'adresse IP de la caméra, 192.168.1.20. Et on peut maintenant sauvegarder la règle. Et on va voir s'afficher dans la table des règles NAT notre règle concernant la caméra. Maintenant pour la LBB 132 c'est identique. Cliquez sur le menu NATPath, on retrouve les règles de NAT, actuellement il n'y en a pas. Cliquez sur Ajouter, ce qui permet de dégriser les champs. Entrez l'adresse IP de la caméra, 192.168.1.20. Le protocole est par défaut sur TCP, donc vous pouvez le laisser. Port externe de début, vous mettez 80. Et on remarque que par défaut, en port interne, il nous réécrit 80. Donc dans notre cas de figure, on n'a pas besoin de le changer. Donc on valide la règle de NAT et on la retrouve dans le tableau des règles de NAT. Maintenant, nous allons réaliser un cas de figure un petit peu plus complexe. Imaginons que le client possède 3 caméras, toutes accessibles sur le port 80. On a vu précédemment que pour joindre une machine de mon réseau local, je ne pouvais pas directement accéder à l'adresse IP privée, mais j'étais obligé de joindre l'adresse IP publique de ma box. Et au travers d'une règle de NAT, ma box acheminait ma demande vers la machine concernée. Comment va faire la box pour décider vers quelle caméra doit-elle envoyer le paquet IP ? Elle ne peut pas, donc ces règles sont fausses. Il ne peut pas y avoir de doublon sur le port externe. Si une règle existe sur le port externe TCP 80, en aucun cas on ne doit retrouver une règle incluant le port externe TCP 80. Alors comment faire ? Il suffit de choisir un autre port externe et de préserver le port TCP 80 en interne sur les 3 règles. Dans l'exemple, on a choisi 80 pour la première règle, 81 pour la deuxième et 82 pour la troisième. De cette manière, lorsque la box recevra un paquet à destination du port 80, le paquet ira sur la 1.20. Si elle le reçoit sur le port 81, le paquet partira sur la 1.21 et si elle le reçoit sur la 82, partira sur la 1.22. Donc concrètement dans son navigateur, il suffit de taper les URL suivantes. Le 2.80 signifie de partir sur le port 80, le 2.81 ou 2.82 signifie de partir sur les ports 81 ou 82.